Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Unicampus Gaming Live, l'émission de l'Université de Caen dédiée à la ludopédagogie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un stream un peu particulier puisqu'on est en plein bootcamp, qui est notre formation intensive à la ludopédagogie. Donc je suis dans le Learning Lab du CEMU avec les participants au bootcamp, ils sont 16 pour notre 4e session. Ils viennent d'un peu partout en France. On a des gens de l'université de Caen, mais aussi du Havre, de l'université Gustave Eiffel et de la Sorbonne Université, de l'université Bretagne Occidentale ou encore de l'atelier Canopée 67 dans le Bas-Rhin. Alors la journée d'aujourd'hui a été une game jam, c'est-à-dire une journée consacrée à la création d'un jeu, en tout cas d'un prototype de jeu, répondant à un objectif pédagogique. Donc les participants à la formation se sont répartis en 5 groupes et ils ont passé la journée à réfléchir à la création de leur jeu en s'appuyant sur la méthode Loop. Donc ils devaient chercher des objectifs pédagogiques, réfléchir à une diégèse, à des mécaniques de jeu, à l'esthétique de leur jeu, à la façon dont on prend du plaisir et puis vous vérifiez donc finalement la cohérence avec leurs objectifs. Alors, au terme de cette game jam, ils vont maintenant pitcher leur jeu devant une équipe d'experts à ma droite. Il s'agit donc de ceux que vous connaissez maintenant si vous suivez nos lives, Damien Leroy, Jérôme Legripagès et Nicolas Abonneau. Bonjour. Donc les équipes vont se succéder, ils vont avoir chacune 10 minutes pour présenter le pitch de leur jeu. Un sablier rouge correspond à 5 minutes. Et puis notre jury ensuite aura 5 minutes pour réagir à ce pitch. Donc vous n'hésitez pas dans le live à réagir vous aussi et à poser vos éventuelles questions. Oui, c'est plus un feedback qu'une évaluation. On n'est pas un jury. Je décontracte les valeureux participants qui, au terme d'une semaine et journée épuisante, voilà, vous n'avez pas d'inquiétude. Des juges bienveillants. Voilà, ou en tout cas une majorité de juges bienveillants. Alors on va tout de suite se tourner vers notre première équipe composée de Élodie Trine, Miran Kang, Sylvain Vétois et Bertrand Laforge. Bonjour à vous. Bonjour. Alors aujourd'hui vous allez nous présenter le pitch d'un jeu qui s'appelle Brain Dawn. Si vous êtes prêts, je retourne le sablier et nous vous écoutons. Est-ce que c'est bon là ? Super. Bonjour, je vais vous présenter donc un jeu, Brain Dawn. Le Brain Dawn, c'est un jeu qui, comme vous le voyez, va rendre visibles vos savoirs. En fait, on s'est rendu compte par un constat qu'il était extrêmement difficile pour un étudiant de visualiser ses savoirs, de visualiser son schème de connaissances, de visualiser comment il réfléchit. Mais par contre, on s'est aperçu aussi que pour un enseignant, c'est extrêmement important de voir et de rendre compte de comment un étudiant réfléchit. Donc on est devant une double problématique, besoin de rendre compte, et moi j'ai dit des difficultés à rendre compte. Donc du coup, on a essayé de créer Brain Dawn. Brain Dawn qui a cet objectif de rendre visible les savoirs, mais aussi par un jeu dans le jeu, de travailler la plasticité cérébrale. Donc du coup, je viens de vous donner les objectifs, mais on peut passer à la diapo suivante dans laquelle on a résumé nos objectifs, à la fois, je vous ai dit, expliciter et rendre visible. Alors, à quoi joue-t-on dans Brain Dawn ? Vous allez incarner un cerveau, finalement. Et ce cerveau, vous allez donc devoir cumuler des points, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, pour construire un schéma neuronal suffisamment suffisant pour connecter ensemble des données et des savoirs. Ce schéma, ce réseau neuronal va être symbolisé par une ficelle, ce schéma de pensée, et vous allez essayer de résoudre un problème. Oui, c'est une ficelle. Je voyais certains qui doutaient c'est une ficelle. Alors, le plateau de jeu correspond à cela. Vous avez un certain nombre de savoirs que l'enseignant va pouvoir identifier, pré-identifier à l'avance. Alors, Brain Dawn n'est pas un jeu spécifiquement dédié à un cours, un contenu, un savoir académique. Non. Un prof de langue ou un prof de physique pourrait l'utiliser. L'idée est de reprendre les savoirs académiques que vous allez réutiliser durant l'année et de les mobiliser
tout autour de Brandon, de les mobiliser soit de manière extrêmement simple, soit de manière un peu plus détaillée, avec des contenus plus fins. On pourrait très bien imaginer un prof de physique qui, par exemple, un prof de physique qui doit mobiliser la loi de la gravité, qui doit mobiliser des lois mathématiques qu'il va pouvoir identifier. Ou on pourrait très bien envisager une prof de langue qui va mettre la conjugaison de tel ou tel verbe, tel et tel accord, tel et tel participe. Bref, un tas de savoirs que l'on va pouvoir adapter. Et moi, je vais devoir remplir, au regard d'une question qu'on va me poser, au regard d'un défi que je vais devoir répondre, je vais devoir remplir le schéma par lequel je suis passé pour répondre à la problématique. Alors vous allez me dire, comment est-ce que je résous, comment est-ce que je gagne cette ficelle et comment je vais pouvoir passer d'un point à un autre. En fait, on va jouer de manière extrêmement structurée. On est en mode compétition, en solo, on peut jouer à 4, à 6, à 10. L'idée est de cumuler un certain nombre de longueurs de ficelles qui représentent notre schéma neuronal. Donc une structure en mode de compétition, en mode solo. Les tours de jeu, c'est un ordre fixe, chacun son tour. On va pouvoir collecter un certain nombre de choses. On est en mode de collection donc de longueur de schéma neuronal, de combinaison, parce qu'il va falloir que je combine certains points et pas d'autres, de gestion des ressources, il va falloir que je gère à la fois mon taux de fatigue, donc des malus, mais que je gère aussi peut-être des bonus qui vont me donner des longueurs de pensée différentes. Les sucres, par exemple, le café, dormir, ça va me donner effectivement, ça va rallonger mon schéma neuronal. Des défis aléatoires qui vont être individuels ou collectifs, donc qui rajoutent effectivement de la jouabilité à l'intérieur du jeu. Et puis des points d'action qui vont me permettre effectivement de positionner mes pions. La résolution, c'est des captures automatiques, un juge qui va permettre de dire oui, ça vous avez bon ou ça vous n'avez pas bon. Et puis l'incertitude, on est dans le deviner, puisqu'on a des questions, on a de l'observation. Et la fin de les victoires, c'est un objectif secret. Alors ça, tu peux peut-être en dire plus, je ne sais pas si l'objectif secret. La résolution du problème, on doit connaître on doit identifier les compétences, enfin les différents savoirs. Et ces savoirs-là, eh bien, si je calcule mal mon chemin, eh ben, je n'obtiens pas mon objectif. Donc, à la fin, le juge va déterminer si oui, j'ai bien choisi les bons savoirs, les bonnes compétences. Donc, si j'ai tracé avec ma ficelle le mauvais chemin, j'aurais travaillé la plasticité de mon cerveau, certes, mais je n'aurais pas suivi le bon chemin. Et donc, à la fin, on va révéler le chemin que, en tout cas, l'enseignant a bien identifié au démarrage du problème. Merci. Alors, le jeu commence par un problème que l'on va poser, qu'on a identifié comme étant un problème de physique. Un skieur descend du haut d'une montagne pour arriver à une cabane 300 mètres plus bas. À quelle vitesse arrive-t-il? Donc, quelle connaissance, loi physique, mobilisez-vous? Donc, effectivement, ça, c'est le grand défi qui est posé à l'ensemble des participants. Donc pour y arriver, les joueurs vont devoir donc relier le schéma neuronal par lequel ils sont passés, quelle loi, quelle connaissance, quelle compétence je dois mobiliser. On passe à la diapo suivante. Ici, vous avez, excusez-moi, le chiffre 3. C'est-à-dire que l'enseignant, il attend que vous mobilisiez au moins 3 nœuds sinusales, 3 nœuds synaptiques, 3 références. Les règles. Donc à chaque tour, il y a des cartes défis. Je veux bien que tu passes la carte suivante. Voilà, une carte défi. Si certains connaissent Cerebral Academy, vous allez très au fait de ce genre de choses. Que vois-tu pour être sûr d'être interné en psychiatrie quand tu lis cette tâche? Là, ce serait un défi individuel. Un défi de morpion, qui réussit le morpion. Ou le défi de nommer à haute voix la couleur de l'encre utilisée pour la première, avec une faute, excusez-nous, la première ligne. Donc tout ça, ce sont des mini-défis qui nous permettent effectivement de tester la plasticité cérébrale. Je ne vous ferai pas l'affront de vous demander ce que vous voyez pour être interné en psychiatrie. Vous avez aussi d'autres cartes qui sont des défis collectifs. Vous avez 20 secondes pour déplacer l'allumette et rendre l'équation valide. Longue vie et prospérité. Et puis là, on a un stéréogramme. Le stéréogramme, vous savez, il y a un chiffre caché. Il faut que j'arrive à loucher. J'ai jamais réussi. Il faut que j'arrive à loucher pour essayer de récupérer le chiffre. Eh bien, c'est celui qui réfléchit, qui louchera le mieux et qui fera refléter
en fait en relief l'image qui se cache derrière ce stéréogramme. Donc voilà des défis qui sont à la fois collectifs et individuels, qui vont tester la plasticité cérébrale et qui vont me permettre de cumuler des centimètres de schéma neuronal. On a des cartes bonus et des cartes malus qu'on n'a pas eu le temps d'identifier. Des cartes bonus, on l'a dit, du sucre, du café, je vais dormir. Des cartes malus, je vais un ciseau pour couper le schéma neuronal de mon voisin. Voilà, on ne les a pas encore identifiées, mais elles seraient en tout cas là. Une carte individuelle par joueur, merci, dans lequel on aurait les forces, c'est-à-dire le nombre de parties que l'on a gagnées. La fatigue, qui se cumule en fonction des efforts que je fais, qui peuvent réduire ma ficelle. Et puis mon énergie, mon sucre que j'ai gagné au fur et à mesure des défis, qui vont rallonger de centimètre en centimètre ma ficelle pour pouvoir effectivement faire le tour de mon schéma neuronal. Voilà, on a fait le tour du matériel. Vas-y. Un tout petit point, c'est que le lien entre fatigue et énergie, c'est que quand je trace une ligne de ficelle, ça fatigue mon cerveau, et donc mon niveau de fatigue descend d'un cran, et là où je pouvais dépenser un sucre pour 3 cm, ça devient un sucre pour 2 cm. Donc j'ai une stratégie entre dormir, restituer mes capacités cognitives, et le moment où je dois faire mon trait de ficelle. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble de la présentation qu'on pouvait vous faire dans le temps qui nous était imparti. Et je crois d'ailleurs qu'on a fini notre temps imparti. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Un grand merci à l'équipe de Braindon pour cette présentation. Je me tourne vers notre panel d'experts pour une réaction. On peut commencer, ouais. Et je vous laisse donc également 5 minutes. Vous avez un peu plus de temps. On va le garder. Je vous en donnerai un peu plus. Je viens de le perdre. Je vous en donnerai un peu plus. Ouais, donc dans un premier temps, bravo à vous pour le travail. C'est de toute façon un exercice qui est pas simple, et surtout sur un petit temps en fait pour faire un jeu comme ça. J'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez présenté les objectifs pédagogiques. C'était ultra clair, et à mon avis dans ce type d'exercice, c'est un très bon point fort quand on présente un jeu que les autres en fait ne connaissent pas, et à mon avis c'est vraiment un très bon point dans cette présentation. J'ai bien aimé également le côté un peu générateur en fait de jeu, parce que le jeu peut être mobilisé dans plusieurs disciplines, donc ça j'ai également apprécié. Comme j'ai un petit côté killer, moi j'ai bien aimé aussi le côté pouvoir couper la ficelle des autres, donc ça c'est une petite partie qui me plaît bien. La modalité, donc c'est plutôt un jeu compétition solo. Est-ce qu'on peut pas imaginer un plateau qui peut se jouer à plusieurs joueurs, où les fils se recroisent, ou c'est quelque chose que j'ai mal compris dans la... Le plateau, ça peut être un plateau central, okay, avec des clous qui sortent pour bien pouvoir attacher, enrouler sa ficelle autour. On pourrait avoir une couleur de ficelle différente pour chaque joueur. Et on peut, à chaque fois qu'on enroule, qu'on dépense de sa ficelle, on va dire qu'elle est là, elle va être bloquée. Voilà, c'est peut-être au moment où on commence à accumuler, à pouvoir collectionner des points de ficelle de centimètres, que l'autre va pouvoir couper le bout de ficelle de son voisin, pour lui faire réussir, l'objet à réussir des défis supplémentaires. Donc oui, le plateau, à mon avis, il peut être complètement central, mobilisé. Voilà. Et puis, alors là où on voulait retourner sur l'objectif c'est de voir, effectivement, pouvoir expliciter sa pensée. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question de savoir si c'est plutôt collectif ou plutôt individuel, mais là on est plutôt dans un aspect collectif, puisqu'il faut expliciter sa propre pensée. Voilà. Maintenant on pourrait... et ça serait vraiment intéressant de se dire, voilà, je joue en binôme, en trinôme, pour voir effectivement si ma pensée, elle évolue quand je suis à plusieurs. Oui. Dernière mini-chose avant de... Ouais. Oui, un dernier commentaire aussi sur l'aspect multijoueur. C'est comme les défis peuvent être solo ou multi, en fait, il y a vraiment des moments où toute la tablée se retrouve à jouer.
Et donc, ça garantit un petit peu cette dimension disons, d'onboarding de toutes les équipes, de tous les joueurs en même temps, quoi. Ok. Et est-ce qu'à l'image de concept, on ne pourrait pas imaginer, par exemple, une idée principale et une idée secondaire avec un fil qui change de couleur pour aller même encore plus loin dans... Alors, effectivement, on est parti de concept, mais okay, ça, c'est... J'étais pas passé à votre table, donc... Voilà. Okay. Concept a été notre idée porteuse dès le début, okay. Mais qu'on a voulu modifier. Alors, dans la mesure où on a un problème donné et qu'il se résout grâce à des connaissances et des savoirs et qu'ils sont multiples, on n'a pas besoin, comme dans Concept, d'avoir des multiples concepts, en fait. D'accord. Et il y a un point complémentaire aussi par rapport à ça, c'est que ce qu'on imagine aussi, c'est que dans des niveaux plus élaborés du jeu, en fait, typiquement en fin de formation, on ne voudrait pas donner les savoirs, mais on voudrait que les gens puissent les noter et rajouter des savoirs le long du truc. Et donc, il y aurait une compétition pour les positionnements pour finalement avoir le chemin le plus court à parcourir, tout en devant restituer soi-même les connaissances. Moi, j'ai juste une petite question. Vous parlez d'un juge. C'est un autre joueur ou c'est une personne en plus dans le jeu Alors l'idée, c'est qu'on a besoin quand même de l'avis du professeur, parce que d'une certaine manière, on ne dit pas quelles sont les compétences ou les connaissances à mobiliser, mais on dit qu'il en faut 4 minimum. Et au bout de, quand je dis j'ai fait ces 4, moi je pense que ces 4 connaissances, je fais mon bout de ficelle. Il faut bien quelqu'un qui dise si oui ou non il y avait ces 4 compétences. J'ai peut-être intérêt à en faire 5 parce que je suis pas sûr d'une. Et donc il faut un juge de paix qui est l'enseignant. On peut éventuellement imaginer qu'il y ait une phase de discussion entre les pairs. Et faire intervenir seulement l'enseignant en cas de discussion compliquée entre les pairs. Okay. Merci. Donc, rapidement, parce que j'ai compris qu'on n'avait plus de temps, Florine. Une minute. Les mêmes remerciements et félicitations pour la qualité de la présentation, la qualité et l'originalité de votre proposition. Jouer un cerveau, je trouve ça, c'est le genre de choses qui tout de suite transporte. Voilà, ça change de jouer un chevalier et autres. On va jouer un cerveau. Et ça, c'est intéressant. C'est aussi intéressant parce qu'on sent qu'il y a de la science quelque part derrière votre réflexion et votre proposition. Ce qui fait que très facilement, j'imagine, on aurait un débriefing et une exploitation pédagogique assez riche à faire sur ce que l'on met derrière. Et ça rejoint votre objectif pédagogique de fait. Moi, j'aurais, alors ça s'appelle, je sais pas si on a le temps de reprendre mais il y a peut-être 2 choses. Je trouve qu'il y a peut-être beaucoup d'actions dans les mécaniques de jeu. Peut-être qu'il y aurait, et ça serait les phases de test certainement qui permettraient de l'identifier, mais il y a peut-être beaucoup de choses. Et la collection de systèmes de déplacement, des mini-jeux. Donc ça fait quelque chose qui peut créer peut-être de la densité en matière de gameplay et peut-être alourdir quelque chose qui pourrait être fluidifié avec un focus peut-être d'un gameplay un peu majeur et derrière après dans les mini-jeux réintroduire ces éléments-là. Et également, et peut-être là c'est plus là où j'aurais une question. Est-ce que c'est un jeu sur le conformisme ? Parce que quelque part, on se confronte et on vérifie la conformité de la façon dont on a pensé à celle de son enseignant, et bien joué, c'est penser comme lui. Donc est-ce que c'est... on loue la pensée divergente, mais j'ai peut-être raté quelque chose. Gros débat là-dessus. Donc, effectivement, ça a été un truc qui nous a beaucoup interpellés et même pour lequel moi je pense que ce serait intéressant de faire de la recherche. Mais globalement, ce qui est certain, c'est que la restitution, le monopoliser des compétences, enfin des connaissances, des savoir-faire qu'on connaît, est quelque part lié à la manière dont son cerveau est organisé. Et donc, ce qu'on voulait pas, c'est imposer une carte, mais par contre, on voulait récompenser les joueurs qui sont capables de mobiliser les connaissances, quel que soit le schéma neuronal qu'ils ont, en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu comparer un schéma de base. Il n'y a pas d'ordre de savoir, tiens, c'est tel...
c'est telle connaissance, tel savoir à mobiliser en premier, puis après celui-ci. Non, c'est vraiment un schéma. Voilà. Par contre, la stratégie peut être de dire je vais calculer la longueur de ficelle minimale pour relier tous les points, mais ça veut donc dire que j'observe le plateau. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que j'observe le plateau et je me dis quel est le chemin le plus minimal à observer. Donc du coup, quels est les concepts et les savoirs optimaux à mobiliser. Un système pour la ficelle, pour la réduire et la rallonger? Oui. En fait, il y a plusieurs niveaux de ficelle qui vont de 4, 5, 6, 7, 8 cm. En fait, c'est un peu comme des espèces de chaînes, de chaînons. Sur un jeu vidéo, je verrais bien, mais sur un jeu... En fait, on aura différents sachets avec différentes longueurs de ficelle en fonction de ce qu'on a gagné. Et peut-être un point justement sur la dimension vidéo de ce jeu, c'est évidemment un très gros avantage d'avoir un éditeur de contenu pour permettre aux enseignants de l'adapter à leurs besoins pédagogiques et effectivement de régler tout un tas de problèmes de matériel qui sont liés à la taille des ficelles, quoi. Bravo. Bravo. On va vous remercier, vous féliciter. Et en plus, pour une fois, c'est pas des applaudissements enregistrés. Oui, c'est des vrais applaudissements live. On peut renforcer avec des applaudissements enregistrés. Mais, Donc bravo à l'équipe de Brandon. Et on accueille maintenant l'équipe des chasseurs de Crop Circle, donc composée de Pierre Poulain, Audrey Tré et Émilie Leromain, qui vont donc nous présenter leur jeu. Et il était en PDF, donc voilà. PDF là, avec les bâtisseurs, et ça doit être l'autre onglet, compter les objets. Et donc, vous n'hésitez pas pendant ce temps, Et, si vous avez des réactions il y a moyen de faire un affichage plein écran. par rapport au précédent jeu, à nous les communiquer dans le de chat. fête et tout, c'est parfait. Voilà. Et donc on salue les personnes qui nous saluent dans le chat. On est très heureux de vous accueillir. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Alors, Bonjour, donc on va vous présenter le jeu Chasseur de Crop Circle. C'est un jeu qui est créé pour créer la réflexivité sur les compétences de communication centrées sur les patients, donc ciblé pour des médecins. Et avec comme objectif secondaire d'améliorer les compétences communicationnelles en utilisant plusieurs canaux de communication. C'est un jeu qui pourrait être utilisé lors d'un séminaire sur les moyens de communication pour les internes de médecine générale et que des ateliers par groupe de 12 personnes séparées en 2 groupes de 6 joueurs animés par un enseignant. Le jeu se nomme Chasseur de Crop Circle. C'est un jeu coopératif qui met en relation des chasseurs de Crop Circle et un extraterrestre pendant 20 minutes grâce à un signal exceptionnel n'apparaissant que tous les 500 ans. Il se déroule en temps réel avec un sablier de 20 minutes. Les chasseurs essaient de comprendre le message que l'extraterrestre veut transmettre. Celui-ci n'a pas la possibilité d'émettre de son. Il n'a pas les organes pour le faire. Il avait envoyé son message avec des images qu'il aimait bien. Malheureusement, ceux-ci ont été mélangés avec d'autres images lors de l'envoi. Donc, pendant les 20 minutes de communication directe avec le signal fragile de l'extraterrestre, il va tenter d'expliquer quelles images les chasseurs de Crop Circle doivent garder qu'ils ont devant eux. En fait, c'est par tas de 4 cartes. Et une des 4 cartes est celle qui va permettre d'obtenir un mot du message qui aura été écrit par l'extraterrestre avant la partie et qui aura derrière son paravent. C'est très beau paravent avec des crop circles et une représentation de ce qui pourrait être derrière ce paravent. Et pour confirmer le bon choix de l'image, il réalise un crop circle lui-même. Donc il a bien compris qu'il y avait un intérêt des petites créatures sur la Terre pour ces crop circles. Donc il valide ça. Et s'il ne réalise pas de crop circle, c'est qu'ils n'ont pas choisi la bonne image en la désignant devant eux. Si jamais il n'y a pas de message, ils peuvent faire une deuxième tentative. Mais s'il n'est pas satisfait, toujours pas satisfait, il enverra un signal plus intense pour retourner lui-même la carte qui désigne le bon mot. Et ce qui permettra de désigner la carte directement, mais qui laisse un signal de stress et qui met en difficulté la communication et qui risque de clore la communication avec l'extraterrestre et donc de refermer ce canal de communication pour 500 nouvelles années. Donc ceux-ci ont la possibilité d'utiliser des cartes qu'ils ont tirées au hasard au départ dans un deck de cartes qui leur permet de demander un autre mode d'explication. Ces cartes, on les a appelées les améliorations du signal. Donc au moment
s'ils sont pas sûrs de la carte et par correspondance d'images et de ce qu'ils imaginent que lui a voulu nous transmettre en envoyant une image, et qu'il essaye de faire la correspondance d'image ils peuvent demander un indice, et donc les indices, ça peut être soit par un dessin, soit par un mime, un mot, ou s'ils ont tiré le joker, n'importe lequel de ces modes de communication. Et malheureusement, ils peuvent tirer aussi absence de signal, donc n'ont pas d'option de bonus supplémentaires. Donc l'objectif des chasseurs de Crop Circle est d'obtenir le message en entier et de comprendre ce que l'extraterrestre veut des chasseurs de Crop Circle pour venir sur la Terre. Donc c'est voilà. Merci beaucoup à vous. On peut à nouveau vous applaudir. Est-ce qu'on a des réactions parmi... Bon, j'ai un peu monopolisé la parole en commençant, donc je vais peut-être... Chacun son tour. De monopoliser la parole. Non, mais peut-être... Est-ce qu'on peut revenir sur comment ils jouent? C'est un jeu coopératif, si j'ai bien compris. Oui. Et ils jouent en même temps, en fait. Oui, c'est en temps réel et tout le monde joue en Ils même prennent temps. une décision collective et puis ils la soumettent C'est ça. à l'extraterrestre. En désignant une des cartes qui pense, qui a l'association d'idées qui va correspondre entre l'image qu'il a envoyée lors de ce temps réel. Il envoie une image et il faut que ça corresponde, parce que lui, il ne peut plus envoyer la même image qu'il avait envoyée à l'origine, parmi toutes les images. Et donc, il faut qu'il fasse l'association, qu'il comprenne quelle association d'idées. Alors, évidemment, ce n'est pas évident parce qu'il n'a pas les mêmes références culturelles. D'accord. Okay. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des influences, parce que j'ai l'impression de reconnaître un certain jeu. Donc, Oui, on a été inspiré par Mysterium, qui a un peu le même mode de jeu, avec un médium qui essaye de prendre les messages, mais en essayant d'appuyer plus sur le canal de communication et le fait qu'il y a un temps contraint et des difficultés vraiment de communication, essayer de s'adapter aux gens en face pour essayer de trouver le bon canal de communication et essayer encore plus rentrer là-dedans, et du coup de jouer un peu plus sur le stress et sur un temps défini qui va les mettre en difficulté. Alors c'est pareil, donc sur les objectifs pédagogiques, comment vous exploitez, comment vous allez faire pour exploiter cette situation-là, voilà, dans une séquence, par rapport au débriefing, et ainsi de suite. C'est ça. Donc dans le séminaire, l'idée c'est d'illustrer et puis de se rendre compte des difficultés par rapport aux associations d'idées, de se rendre compte qu'on n'a pas tous les mêmes représentations, pas la même culture, pas les mêmes imaginaires, et du coup que le canal peut être compliqué par ce mode-là, et donc il faut essayer de trouver d'autres canaux de communication. Donc un débriefing après deux parties, donc où ils vont tourner. Donc l'avantage des 20 minutes et du temps contraint, c'est que ça permet de faire tourner et puis qu'ils puissent explorer aussi le côté extraterrestre en même temps qu'ils auront pu explorer le côté chasseur de Crop Circle. Donc l'extraterrestre représente le médecin qui a une information à transmettre de façon claire, et les chasseurs de Crop Circle, les patients qui essayent de comprendre ce qu'il dit, pour faire simple, mais qui doit s'adapter et qui, selon les contraintes et les handicaps qu'ils reçoivent, c'est-à-dire moi je comprends mieux si jamais on me fait un dessin, eh ben, il va s'adapter et il va redonner pas juste une image, mais il va compléter son propos avec d'autres modes de communication. Ouais, j'avais la même remarque que Jérôme sur les débriefings, donc c'est parfait. Je voyais pas bien comment ça allait s'agencer, mais en fait voilà, sur le départ par association d'idées, voilà, c'est bon, c'est très clair. Si je termine, en tout cas, de nouveau comme pour les autres groupes, bravo à vous trois, c'est du bon travail et belle utilisation de l'IA, en tout cas pour la construction de la boîte, et c'est super intéressant en fait de pouvoir rapidement imaginer en fait une direction artistique, un trait, au moins un point de départ, et là comme ça, en voyant ça, je suis assez transporté en fait dans l'univers de votre jeu, et je trouve que c'est assez efficace. Et pareil, comparé à un médecin, un extraterrestre, ça m'amuse déjà immédiatement, je suis intéressé.
Et puis il y a une économie, quand on détourne un jeu existant, parce que derrière il y a une succession de mécaniques qui sont suffisamment robustes pour pouvoir être utilisées ailleurs. Là, en fait, on a une variante thématique et puis quelques ajustements de règles. Avoir sur la gestion, peut-être qui pourrait être chaotique, sur la prise de décision, parce que sur la collaboration, la coopération, on peut avoir des fois des besoins d'arbitrage entre des personnes qui peuvent ne pas être d'accord. Donc est-ce que des fois les extraterrestres pourraient pas venir à deux, d'avoir aussi, parce que des fois on a son généraliste qui nous dit un truc, il y a son spécialiste qui nous dit un autre machin, et puis nous on les complète encore plus paumés. Mais donc d'être dans l'autre sens, avoir la nécessité de Si, c'est envisageable d'avoir plusieurs joueurs derrière le paravent pour décider quel dessin, quel mime utiliser, et qui aura peut-être plus de capacité à expliquer avec une autre mode de communication. Donc, mais ça va impliquer qu'ils sortent de la pièce pour se mettre d'accord, et puis après qu'ils reviennent dans la pièce. Parce que c'était un des problèmes que vous avez eu quand vous avez fait le jeu, c'est que vous saviez pas au début comment vous alliez communiquer entre vos deux groupes distincts. D'où le mystérium, où l'esprit est muet, il parle pas. Et s'il y a plusieurs, du coup, ils font des signes, je sais pas. Top. Encore bravo à l'équipe des chasseurs de Crop Circle. Et donc, le prochain groupe va nous présenter le jeu Triomphia. Il s'agit de Gwenaëlle Villamy, Benjamin Pirard, Nathalie Boyer et Laura Porquerel. Bonjour à vous. J'ai dit que c'était pas des spécialistes. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est... Et est-ce que les spécialistes sont devenus des Généraliste. Oui, c'était oui. Si c'est possible de descendre la flèche vers le bas, de tout en bas, carrément là, en bas, encore tout en bas, voilà. Et vous devez être dans un fichier PowerPoint, voilà, ici. Est-ce que c'est vous? Non, ce n'est pas vous. Donc c'est redescendez encore. Où est-ce que je vous ai rangé? Je vous ai peut-être fermé d'ailleurs. Donc si c'est possible de retourner dans le Finder complètement à gauche, la petite tête qui fait voilà. Et ça doit être Triumpha, voilà. Au-dessus. Voilà. Eh bien, Triomphia, quand vous êtes prêts, nous vous écoutons. Il y a des moyens. Ouais. Oui, on fait toujours Genre de tennis dans la avec deux raquettes. démesure. On m'entend là? Oui. Voilà, alors nous on est parti sur une compétence qui était concevoir et réaliser un projet de performance optimale. Alors comme ça fait un peu peur, mais c'était dans le cadre notamment de l'EPS ou du sport. On peut imaginer que ça peut être quelque chose qui peut être utilisé dans d'autres contextes, parce que tout au long de la vie on essaye de performer ou au moins d'être au sommet de sa forme, voilà. Et donc dans les objectifs qu'on s'est mis pour le jeu, c'est essayer de faire en sorte d'identifier les critères de performance et les combiner pour optimiser un degré de réussite. Le jeu en soi, donc c'est un jeu analogique en présentiel. On a eu plein de variantes. Voilà, on est parti sur 4 joueurs et on s'est dit qu'il pouvait être joué dès le collège, d'où, vous verrez après ce qu'on a imaginé. Donc à Triomphia, le sport, c'est la valeur suprême. Et on vénère les athlètes. Et d'ailleurs, tout le système politique est fondé là-dessus, c'est-à-dire que va être élu finalement celui qui est le plus performant. Évidemment, ça donne lieu à des compétitions sportives qui vont tous les 3 ans, qui vont faire en sorte que le champion de chaque faction, on est resté sur nos factions, concourt pour être le vainqueur et donc gouverner. Les joueurs incarnent donc des coachs, merci Nicolas, de champions. Et donc chaque coach doit gérer au mieux la forme physique et mentale de son champion pour qu'il performe au maximum et que sa faction prenne le pouvoir de Triomphia. Donc c'est un jeu compétitif et non collaboratif. Enfin, collaboratif, mais en tout cas c'est
Non, c'est un jeu compétitif parce qu'on s'était posé la question aussi de savoir si on en faisait une équipe de coaching. Il y a eu plusieurs choses qui ont été évoquées. Et donc, voilà. Donc au final, c'est bien un jeu compétitif et un joueur joue contre un autre joueur et on a dans une salle de classe, si on joue dans une salle de classe, l'obligation d'avoir plusieurs jeux pour mobiliser toute la classe. Et chaque jeu est joué parallèlement aux autres. Voilà, alors le but du jeu, vous l'avez compris, donc c'est mener son champion à la victoire en maximisant ses performances. Et donc on a défini, après il faut voir la jouabilité, hein, mais 7 tours de jeu. On a hésité avec un timer où les coachs, donc à la fin, additionnent les points des différents indicateurs de leur champion. On va détailler les indicateurs après. Et celui qui a amené son champion au niveau de performance maximale a gagné. On a détaillé les tours de jeu. Donc on aura des cartes événements qu'on va vous soumettre. Enfin, on va vous soumettre quelques exemples après. On n'a pas tout fait. Hein. Donc le joueur à chaque tour tire une carte événement, applique les conséquences sur son board. Chaque joueur aura un board performance de son athlète. Il déplace parallèlement son athlète sur le plateau de jeu. Le plateau de jeu représentant un centre d'entraînement afin d'augmenter sa performance dans une des catégories. Et ce qu'on a pris sur un jeu dont j'ai oublié le nom que nous a présenté Damien, c'est qu'on peut mettre alors, il n'y a pas de sablier, mais on peut mettre qu'un athlète sur une zone occupée par un autre. Donc ça bloque des endroits qu'on ne peut pas utiliser. Et on a rajouté que le joueur doit changer de zone à chaque tour. Ça va être peut-être plus clair sur après avec le plat. Voilà. Donc l'idée, c'est effectivement qu'on puisse on a mis diverses zones. On a mis la zone d'entraînement, puis ça correspond aux critères qu'on a développés. Donc d'entraînement, la zone de nutrition, la zone de détente et récupération. Et après, il y avait tout ce qui était psychique, donc gestion de la concentration, du stress, des émotions, qui sont plus les zones roses et jaunes. Il faudrait imaginer dans chaque zone un nombre de positionnements possibles qui peut différer selon la quantité de joueurs qu'on veut pouvoir y positionner. Donc si on considère qu'il faut beaucoup d'entraînement pour performer, on pourrait positionner par exemple trois emplacements dans la partie globale, salle de sport, stade, piscine, et on pourrait imaginer que le préparateur mental, lui, n'ait qu'un jeton de position, enfin un emplacement possible pour éviter que trop de joueurs y aillent trop fréquemment. On avait pensé aussi à un espèce d'entraînement intensif, mais là on perdait un tour de jeu en contrepartie d'avoir plus d'entraînement. Donc là, on l'a dit tout à l'heure, donc chaque coach joue à tour de rôle et devant lui, il a une espèce de board qui est assez moche, mais on n'a pas pu faire mieux là, qui représente les indicateurs physiques et mentaux qui permettront à l'athlète de performer. Donc le nom du champion en haut et ensuite, on n'a pas encore trouvé tous les noms de champions, mais on s'y attelle. On le dira après en bonus. Physique, donc là on avait l'entraînement, la récupération, l'alimentation, et mental, on avait la qualité de concentration, la gestion des émotions et la gestion du stress. Et ensuite on avait des curseurs qu'on positionnait sur le board. Au départ au niveau moyen, puisqu'ils sont tous plus ou moins, voilà, ils partent d'un niveau. Et l'idée c'était de faire s'améliorer son athlète ou malheureusement le faire contre-performer. Et le coach doit évidemment être attentif à ce qu'aucun indicateur ne tombe à zéro, sinon il est éliminé parce que ça sera le pire coach du monde et il sera viré. J'ai oublié un truc. L'idée de ne pas accepter qu'un joueur tombe à zéro, c'était d'éviter qu'un joueur, par stratégie, décide d'abandonner un critère au profit des autres et de ne jouer sa performance que sur 2 des 3 critères, par exemple. Et peut-être qu'une fois qu'il a abandonné l'idée de jouer sur, par exemple, la gestion du stress, il n'y ait pas d'impact négatif à une carte qui indiquerait une perte de points pour de la gestion de stress. Donc il faut que chaque fois qu'il retourne une carte, si l'impact est négatif, il puisse effectivement être impactant pour sa performance finale. On a essayé de mettre de l'aléatoire et du choix. Et c'est la slide suivante, je crois. Ouais, voilà. Et donc, on a rajouté des cartes événements. Donc, à chaque fois, on déplace son athlète, mais aussi, on a des cartes événements. On a fait des essais. Voilà, des cartes plutôt positives où un sponsor va maximiser en fait, la gestion le fait d'avoir un nouveau sponsor va maximiser
la gestion du stress d'un champion, le fait qu'il y ait eu... Ah, j'ai laissé assassiner. Bon. Voilà, qu'il y a quelque part un post, un article qui démotive complètement son champion, ou alors des accidents physiques, voilà, qui évitent, qui empêchent un entraînement pendant un certain temps, ou qui fassent baisser en tout cas le critère entraînement. Mais à la fois, il récupère. On a aussi imaginé que ça pouvait être à double impact. Et voilà, et là on termine. Donc on espère qu'on a été clair sur les mécaniques de jeu et on a fini sur voilà, le fait que de jouer, c'est essayer de créer des idées, de gérer la surprise des événements qui peuvent arriver, de rentrer en compétition, de pouvoir bloquer ses adversaires. Et on a laissé notre petite marque à la fin parce qu'on est quand même les champions de l'arène. Bravo les champions de l'arène. Et c'est en plus un jeu qui peut particulièrement plaire dans le contexte des Jeux Olympiques. Oui, on a essayé d'être tendance. Alors, qu'en dites-vous ? Beau détournement du Yule Ball. Non, c'était un beau clin d'œil à notre session de jeu de rôle d'hier, donc c'est habile. De nouveau, belle utilisation des IA génératives pour vite apporter une dimension chouette en fait une dimension illustrée à votre jeu et rapidement. Une petite question sur l'ordre en fait des stands que votre champion en fait va dans lequel il va aller. Est-ce que il y a un impact sur en fait le programme que les coachs en fait doivent réaliser? Est-ce que vous avez imaginé des scénarios en fait à devoir respecter qui on est passé par beaucoup de stades à ce niveau-là. On a imaginé une obligation de d'abord s'entraîner, puis générer une phase de repos, de récupération, manger, c'est important. Et puis créer des stades où il fallait participer à une compétition intermédiaire pour pouvoir se confronter à de l'adversité avant ensuite de performer dans un niveau compétitif final. Et puis on a eu du mal à l'agrémenter avec le plateau de jeu de chaque joueur, etc. Donc au final, on est plutôt parti sur une mécanique où l'ordre importe peu, mais où on ne peut pas se satisfaire de laisser un critère complètement à zéro. Et après, c'est plutôt, je dirais, le caractère aléatoire, c'est le petit aléatoire du tirage des cartes événements qui va générer chez chaque joueur une stratégie d'aller compenser la perte qu'il a eue dans un niveau pour le reste. Mais après, c'est un peu ce qui se passe quand on se prépare. On peut avoir une préparation pour un événement sportif, et puis un aléa va faire qu'on va devoir surinvestir le caractère préparation physique parce que du coup on a été 2 semaines sans pouvoir s'entraîner, ou qu'au contraire le caractère mental doit être développé. Donc ça me semble pas totalement incompatible avec la préparation sportive. Est-ce que à quel moment en fait ce jeu-là il s'insère en fait dans la séquence pédagogique, plutôt en début d'enseignement, fin d'enseignement? Est-ce qu'il teste en fait des modèles ou est-ce qu'il valide des modèles? Est-ce que ça peut marcher dans les deux cas? Non, enfin c'est pas une question piège, mais je pense, c'est intéressant. Ça peut peut-être marcher dans les deux cas. Oui, je pense que ça peut marcher dans les deux cas. Ça peut être effectivement en début pour essayer de partir sur de bonnes bases, ou peut-être en remédiation si on s'aperçoit qu'effectivement il y a des choses qui sont mal gérées. Ne serait-ce que parce que, enfin moi, ça peut être juste. Moi, je travaille plus dans le secondaire et pas à l'université, et on travaille beaucoup sur le bien-être à l'école. Ça peut rejoindre aussi ça, ce côté. Là, on pourrait imaginer, voilà, la gestion des écrans, l'alimentation chez les ados. Enfin voilà, des variantes. Mais effectivement, ça peut être soit on se dit voilà, on part sur de bonnes bases, ou on se rend compte que il y a besoin de rajouter quelque chose, et dans ce cas-là, jouer à ce moment-là. À chaque fois je le dis, mais ça fait pas de mal de dire des compliments de temps en temps. Non, mais donc merci de nouveau pour votre présentation, et puis aussi pour avoir une coïncidence entre votre faction qui était agonistique et d'avoir fait un jeu qui va aussi dans l'esprit. Mais j'ai l'impression que vous étiez un peu naturellement destiné à y atterrir. S'il y a plusieurs indicateurs et plusieurs critères, et que vous estimez qu'il y en a un qui quelque part est particulièrement déterminant,
il y a des mécaniques de jeu qui existent pour faire en sorte que ce critère-là, même si dans la façon dont on le joue, il a une influence dans le jeu, soit équivalente aux autres, mais qu'en fin de jeu, ça soit un juge de paix pour éventuellement éliminer un joueur. Dans des jeux comme Cléopâtre et la Société des Architectes, ou c'est le jeu auquel on a joué plus récemment, Fit to Print. Le joueur qui, par exemple, a le plus, dans le jeu Cléopâtre, celui qui est le plus corrompu, il est éliminé du jeu. Et on regarde qui a le plus de points de victoire parmi celui qui est en éliminant le plus corrompu. Ça pourrait être, par exemple, celui qui a le moins bon score de bien-être de son athlète, de son champion. Celui-là, de toute façon, il est éliminé du jeu. Donc, et ça peut créer une vigilance renforcée en fin de partie. C'est-à-dire qu'il a perdu la partie parce que de toute façon, il avait un score qui était minimal. Et ce critère-là, il est fixé d'avance ou il est tiré aléatoirement ou on entend que parmi tous les critères que vous aviez listés, celui-là, il vous semble plus important que les autres. Parce que, alors c'était une autre question que j'avais, est-ce que optimisation de la performance, on a une espèce de, on regarde une réalité qui existe dans le sport de haut niveau, à savoir les stimulations artificielles de la performance. Est-ce que c'est une voie qui pourrait être possible et de fait, ça avait été évoqué, alors c'est moi qui prends la parole alors que c'était évoqué quand j'étais pas là, mais de mettre dans les cartes de mettre dans des cartes des éléments de variabilité qui puissent être liés à l'utilisation de produits interdits ou de suspicion d'utilisation de produits interdits. Et pour revenir à l'histoire du bien-être, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, dans ce cas-là, imaginer, par rapport à la question contingente au sport et très, très dans l'actualité sur le caractère parfois dépressif de certains sportifs à certains stades de leur pratique sportive, d'imaginer effectivement qu'il y a un caractère éliminatoire, un curseur bien-être qui soit un peu à part et qui puisse être pas forcément dépendant directement des cartes, mais généré par d'autres événements ou une troisième mécanique de jeu. Une petite dernière sur j'ai peut-être mal compris, mais à quel moment, je le mets dans l'autre sens. Je visualise un champion nécessairement avec une saisonnalité. Il y a des saisons, il y a des compétitions, on prépare les France, les tournois internationaux. Et en fait, l'optimisation de la performance, elle est en vue de performer aussi au bon moment. Est-ce que je l'ai peut-être raté cette dimension et une fois de plus, je repense à certains jeux et un autre jeu Days of Wonder là, qui s'appelle Colosseum, où on refait plusieurs fois des spectacles et à chaque fois, le but du jeu, c'est de faire mieux que la fois précédente. Et donc, c'est une mécanique de gain de points de victoire qui est intéressante parce que le but du jeu, c'est pas d'accumuler tour après tour des points de victoire, c'est de vérifier tour après tour si on a ce qu'on a fait et son score final et son meilleur tour. Donc si on se construit bien sa préparation, c'est souvent le dernier. Mais j'ai peut-être raté cette idée de... Non, on était parti, nous, sur 7 tours de jeu. Ça pourrait être 7 préparations où on remet les compteurs à zéro, effectivement. On s'était aussi à un moment dit qu'on allait comparer les athlètes entre eux. Ouais. Et que, quelque part, ceux qui étaient les mieux préparés gagnaient des points supplémentaires encore. Mais voilà, on n'a pas réussi à aboutir. Mais effectivement, on n'a pas pensé à cette idée de... Oh, d'accord. Il a pensé, mais pas moi. Mais quand Damien est venu, à un moment donné, qu'on a discuté avec lui à ce sujet et on a eu à un moment donné une réflexion via Damien. Rendons à Triumphia ce qui lui revient. L'utilisation de sablier potentiellement pour générer 3 tours de jeu par exemple, et on pouvait imaginer dans ce cas-là qu'un sablier correspondait à une demi-saison, un moment de préparation, qu'à la fin du sablier pouvait être générée une sorte de compétition entre plusieurs tables qui joueraient au même jeu, et pour voir un peu à quel niveau de performance ils ont amené leur athlète. Donc là, potentiellement entre plusieurs joueurs, et qu'ensuite on relançait un autre sablier, mais ça donnait un caractère
ça donnait un temps de jeu et non plus des tours de jeu, et ça a impacté trop notre mécanique de jeu pour le reste, donc c'était difficile à maintenir. Mais oui. Nicolas, tu voulais... terminer. Non, je suis pas sûr. Je voudrais revenir vite fait sur la structure du jeu. Il y a 7 tours, c'est ça? À chaque tour, qu'est-ce qu'on fait? C'est toi qui as dit 7. Comment? Il y a combien de tours? Parce que j'ai 7 tours, et à chaque tour, on peut activer une salle, c'est ça? Et ça fait quelque chose sur l'athlète. À chaque tour, tu peux effectivement te rendre dans un endroit et l'entraînement va te rapporter, enfin les endroits un peu entraînement vont te rapporter des points d'entraînement. Alors on n'a pas encore coefficienté chaque lieu. Ouais. Et pareil et en fait chaque lieu correspond à un critère. Enfin, il y a plusieurs lieux qui correspondent à chaque fois à un critère. Et on se demandait combien de places mettre pour qu'il y ait un peu le challenge de bloquer les autres parce qu'on y est, tu vois, et qu'ils puissent pas s'entraîner parce que il a squatté la salle de sport et qu'il a fermé à clé en plus. Mais je conçois mal que chaque faction s'entraîne au même endroit, par contre, pour et avoir enfin. C'est les lois de Triomphia. Ils n'ont qu'une salle de sport et ils peuvent pas. C'est pauvre. Il faut voir ça comme un lieu de compétition, de préparation. C'est la préparation pour la compétition finale. Ouais. Et donc c'est un peu comme dans Hunger Games, tu vois, ils ont été rassemblés dans un même lieu et ils se préparent tous ensemble. Et ils sont encouragés, filmés, encouragés par tout le monde. Et vous n'avez pas introduit une gestion au-dessus où, par exemple, vous avez un budget, vous devez gérer un budget pour entraîner au mieux votre... Ouais, demain, jusqu'à 20h. Et j'avais une autre remarque, ça pourrait être sympa d'introduire, enfin de tirer au sort au départ, par exemple 2 épreuves. Et ça pourrait amener de la rejouabilité, de se dire, voilà, à cette partie-là, on va voir plutôt cette épreuve-là et cette épreuve-là, et elles nécessitent peut-être de maximiser certaines caractéristiques du personnage plutôt que d'autres. Ouais, on avait pensé à un moment à faire des cartes personnages avec leurs forces et leurs faiblesses. On avait pensé à diverses épreuves et c'est vrai qu'on a eu du mal à tout. Je le vois comme condenser. ça, votre jeu, je le vois comme c'est du management de personnages, un peu de jeu de rôle, quoi. C'est comment je le buff avant et puis après j'envoie la bagarre. Voilà. Merci beaucoup. On va vous remercier, les champions de l'arène. Bravo à vous. Bon Hunger Games à vous. Et on va accueillir notre 4e équipe composée de Sophie Cross, Jessie Barré et accompagnée par Lucie Tamboise. Bonjour. Et qui vont nous présenter donc leur jeu Enquête à la fête foraine. Bonjour à tous. Diapo. Ouais. Et pensez à votre diapo. Je crois que c'est dans un PDF, ouais. Presque. Et ici le PDF. Vous êtes dessus là. Parfait. On découvre encore une très belle illustration. Ouais, sympa, ouais. Un peu angoissante. Les autotamponneuses au milieu de la foule. Il y a quelque chose de bizarre. Attendez, on avait bien la DA des grands personnages. Et on reconnaît les IA qui n'arrivent pas à écrire complètement. Ici, c'est Overware. Faire un petit peu d'ambiance. Alors, bonjour à tous. Donc, dans notre jeu, notre objectif était, au travers d'aider des étudiants en licence, notamment en sciences humaines et sociales, à construire des questions pour des questionnaires et des entretiens pour mener des enquêtes, donc en psychologie sociale, gestion, etc., des enquêtes de terrain. Ce qui leur sera utile tout au long de leur cursus, mais également dans leur carrière professionnelle. Donc en effet, construire trop rapidement des questions risque d'engendrer un certain nombre de biais dans les réponses et de fait de fausser la pertinence du corpus. Et donc nous vous proposons le jeu Enquête à la fête foraine. Donc ça a été pensé pour des TD d'1h30, imaginé pour des licences 3. Donc il y aurait pendant 15 minutes la présentation de l'objectif de la séance, présentation des règles du jeu, de mise en place. Le jeu en lui-même durera 1 heure. Il y aura un débriefing de 15 minutes à la fin. Soit 1h30. Exactement. On est très fort en calcul mental.
Alors l'objectif pédagogique, vous l'aurez compris, c'est apprendre à construire des questions pour un entretien ou un questionnaire pour obtenir de la data pertinente. Donc le principe du jeu, c'est d'endosser un rôle et évoluer dans l'univers d'une fête foraine pour collecter des informations qui sont qualitatives et quantitatives en fonction d'un objectif prédéfini par les profils de joueurs. On est donc face à un jeu de plateau pour 4 joueurs. Les joueurs vont prendre possession des personnages suivants, soit un forain, soit un visiteur, soit un enquêteur, soit un journaliste. Ça sera un jeu de semi-coopération. Il va y avoir des échanges entre les joueurs, mais chacun aura un objectif individuel qui lui est propre. Donc le forain doit trouver un gros lot de la tombola qui a disparu, un énorme ourson qui est rempli d'argent. Le visiteur doit trouver son ami qui a disparu, l'enquêteur doit également trouver le gros lot, mais aussi l'ami, et le journaliste doit écrire son papier en trouvant ces 2 éléments, avant les autres. Donc le matériel mis à disposition, on va avoir un plateau de jeu qui va matérialiser la fête foraine avec différents lieux, le train fantôme, le Grand 8, le stand de Barbapapa, etc. Chaque joueur aura donc une fiche qui décrit le joueur en tant que tel, donc un descriptif particulier pour lui, mais également ses missions. Des tickets de points d'action pour pouvoir jouer durant le jeu. Donc chacun en aura un certain nombre et pourra en gagner ou en perdre durant le jeu. Un bloc-notes et un crayon pour qu'il puisse mener l'enquête et notamment constituer ses questions. Et un paquet de cartes qui représente soit des questions, soit des réponses, et pour former une combinaison via des indices graphiques que l'on va vous présenter juste après. Donc dans le déroulé, on a donc X tables de 4 joueurs. Alors comme c'est dans des TD à l'université, ce sera donc pour des groupes de 15, 20, 25. Donc on peut avoir par exemple 5 ou 6 tables de 4 joueurs. Il y aura une pioche pour définir les différents rôles. La lecture, un petit temps pour lire la fiche de rôle, descriptif du contexte de jeu, du personnage et les différents objectifs à suivre. À tour de rôle, les joueurs vont piocher une carte face cachée. Ce sera soit la constitution d'une question pour un questionnaire, soit la constitution d'une question pour un entretien. Et en fonction de la carte piochée, il va tirer une carte questionnaire ou entretien sur laquelle va figurer des contraintes. Et donc, on va rentrer un peu plus dans le détail pour que vous compreniez un peu mieux le déroulé du jeu. Donc, en fait, ici est matérialisé le le plateau de jeu, bon, de façon uniquement conceptuelle. Donc, on a une case Grand 8, une case Train Fantôme, une case Palais des Glaces, une case Tir à la Carabine. Il s'avère que dans le Grand 8, il y a beaucoup de bruit, donc vous ne pouvez pas mener d'entretien, donc c'est que des questionnaires. Le Train Fantôme, c'est pareil, que des questionnaires. Tir à la Carabine, entretien. Palais des Glaces, on se regarde, on joue, on discute, c'est plus favorable aux entretiens. On a également une carte bonus chez la cartomancienne et une carte malus au stand Barbapapa. On vous expliquera après en quoi ça consiste. Donc je reprends un peu ce qu'a dit Jessie. Vous avez 2 cartes, donc 2 cartes qui sont identiques face cachée. Vous en tirez une, soit questionnaire, soit entretien. Supposons que je tire la case questionnaire. Là, j'ai une pioche uniquement questionnaire, avec des petites cartes marquées questionnaire. Et derrière, il y a des objectifs pédagogiques du questionnaire. On va y revenir. Sur la pioche relative à entretien, si vous l'avez prise, carte entretien, vous voyez, marqué entretien, et derrière, nos objectifs pédagogiques. Par exemple, si je dois construire un questionnaire, on va me dire, je repense une autre carte, choisir de contextualiser ou non la question et justifier votre choix. Très bien. Je peux avoir une carte sur une échelle particulière, de la réponse, Likert, binaire. Sur les entretiens, on peut avoir, par exemple, privilégier le comment ou le pourquoi. On peut avoir ajouté des silences. Vous voyez, on a plusieurs cartes comme ça avec des idées qui correspondent à chaque fois aux objectifs qu'on veut mettre en place. Dans ces cartes, questionnaire ou entretien, ça serait trop facile, on a introduit des cartes malus et bonus. Bon, je l'ai marqué dessus, mais ce n'est pas marqué malus ou bonus, ils ne le savent pas. Et par exemple, ça va être introduire un biais, un ancrage. Ça va être dans la carte bonus, introduire de la bienveillance au niveau de la question. Pour vérifier
qu'à chaque moment du jeu, nos objectifs pédagogiques soient vérifiés. Et ça, c'était vraiment le gros problème tout au long de la préparation. On veut en fait tout maîtriser sans être capable, Jessie ou moi, d'être face à chacun des étudiants parce qu'on ne peut pas. On ne veut pas qu'il y ait une mauvaise réponse, mais on veut qu'ils apprennent sans qu'il y ait de biais introduits en fait, dans la façon dont ils construisent les questions. Donc, on s'est inspiré d'un jeu sur lequel vous avez des cartes. Alors ça, c'est cartes cachées, des cartes visibles. Donc, ça serait un jeu qui est, on a dit, semi-coopératif, parce que là, on arrive à la coopération. En fonction de ce qu'on vous demande, vous avez des cartes questions sur la table, face visible, et tous ensemble, on doit construire la question. Et pour construire la question, vous avez en fait des indices visuels sur les cartes qui font qu'il y a un chemin qui va se construire et qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de pouvoir poser la question. D'accord ? Par rapport au chemin que vous avez réussi à construire, donc on se met d'accord en disant est-ce que c'est un biais, pas un biais, un cadrage. Bon. On va y avoir en fait en bas de chaque carte un autre indice visuel qui va en fait vous rapporter à la notice. Par exemple, c'est ABCD, hautement intellectuel, et donc vous trouvez dans la notice ABCD la réponse qui correspond. Et par rapport à la réponse, ça vous permet d'avancer tout au long de votre jeu. Donc l'idée, c'est d'avoir, on a calculé 5 questions. Chaque joueur va pouvoir poser 5 questions et devrait pouvoir interroger 3 joueurs. Il va appeler le joueur dans la case où il souhaite aller. S'il a questionnaire, mais il faut qu'il choisisse. Une fois qu'il a appelé, ils construisent ensemble la question, ils ont la réponse et ainsi ils peuvent décider ensuite de la poursuite de l'enquête. Sachant que chacun, dans les fiches profil, on a par exemple l'ami qui connaît le forain qui connaît l'ami, on a l'enquêteur qui va connaître en fait le journaliste, et donc ils vont pouvoir comme ça tourner et savoir à qui poser les questions et qui interroger, de façon à pouvoir démarrer le jeu. Donc ce qui est intéressant dans ce jeu, vous l'avez remarqué, c'est qu'on a essayé à chaque étape de bien baliser la façon dont les élèves allaient répondre, de façon à ce que seuls ils soient en mesure de fournir les réponses de la façon dont nous, on aurait voulu qu'ils les formulent. Est-ce qu'on a... Non, c'est tout, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je regarde. Ouais, voilà. Donc là, l'idée, c'est d'avoir... Alors, le chemin, c'est pas forcément comme ça. Hein. Il peut être, on a plusieurs cartes. Là, c'est des cartes qui sont l'une sur l'autre. Mais ça permet d'avoir comme ça un cheminement pour récupérer une réponse. Voilà. Merci. Pour cette enquête à la fête foraine, je me tourne vers nos experts. J'ai du mal à comprendre il n'y a pas que vous, hein, j'ai du mal à comprendre à chaque fois l'ordre du tour. Parce que votre jeu est passé par plusieurs phases, et là, du coup, il y a 4 joueurs. Mais nous sommes là pour répondre aux questions. Pas de problème. Non, mais il y a 4 joueurs. Exact. Ils jouent chacun leur tour. Exactement. Mais en fait, comment on sait qui commence du coup? Parce que j'ai l'impression qu'il y a... Comme dans beaucoup de jeux, le plus jeune commence. Et en fait, le tour, le tour est défini. Alors, ce qui est aléatoire au début, c'est le rôle qu'ils vont avoir. Donc, il y a cette première phase où ils vont s'identifier à leur personnage. Sur la fiche, en fait, vous avez, donc, comme il a indiqué là, sur le descriptif du jeu, le personnage, il y a ses capacités, il y a effectivement qui connaît, il y a des indications sur qui il peut aller contacter. Et donc, c'est le joueur, donc le plus jeune qui va commencer, qui va choisir qui il va contacter. Et ça va permettre comme ça d'obtenir des réponses tout au long du jeu. Et après, c'est le joueur suivant, et ainsi de suite. Et on tourne. L'importance, en fait, quelque part ici, c'est pas tant de gagner, mais d'arriver à formuler ces 5 questions correctement et de bien comprendre quels sont les éléments qu'on doit mettre dans les questions. Alors, c'est pas toujours le plus jeune qui commence. Oui, mais là, c'était dans la règle, mais après, on peut changer. Ouais, non, mais est-ce que là, ça pourrait être intéressant que ce soit, par exemple, toujours le journaliste qui commence ou toujours le forain qui commence, parce que voilà, c'est le forain, il est chez lui, etc. Et comment le jeu progresse, en fait? Parce que le but, c'est de trouver quelque chose. Donc, quelqu'un doit trouver son ami, quelqu'un doit trouver le gros lot, etc. Comment on sent qu'on avance, qu'on progresse, qu'on collecte des indices et qu'à un moment donné, on arrive... on trouve ce qu'on doit. Tout à fait. Au niveau des réponses, donc en fait sur les questions, dans la notice, vous avez la réponse. Et la réponse, elle vous dit va demander au forain car il était là à 23h sur son stand et il a peut-être vu quelque chose. C'est une carte que, par exemple, je prends et je garde avec moi. Non, en fait, c'est la notice. En fait, les cartes, ces cartes-là,
elles sont réutilisables pour tout le monde, elles sont face visible sur le jeu. Ouais. Et dans la notice, on a toute une série de réponses. C'est un petit peu comme dans ces ouvrages qu'on a peut-être tous lus quand on était petit, et marqué si tu réponds A, va à la page 15, si tu réponds B. D'accord. Oui, voilà, j'ai pas les termes techniques, mais c'est ça, exactement. Ok. Et on Ça, doit ça avoir comme déroule ça- un scénario, quoi. Ça déroule Oui, un tout à fait. scénario, Et on a un scénario fini. Si on y joue qu'à toi, peut-être qu'on aura fait tous les scénarios. Mais ça permet voilà, d'avoir un apprentissage. C'est pas un jeu sur lequel, c'est vrai, on va rejouer 50 fois. Hein. Ok. Non, mais je veux savoir comment ça progressait et comment ça s'arrêtait, du coup. Alors déjà, de nouveau, bon travail. Moi, je c'est... Bon travail, mais j'ai pas. Non. Je fais le mauvais flic, là. Non, c'est des avis constructifs dans les deux Ouais, cas. c'est bon, écoute. Une Donc, réputation. bon travail. Vous êtes aussi passé par une restriction parce que vous vous êtes dit que votre jeu, si je me trompe pas, il devait être mobilisable par un enseignant qui n'est pas accompagné. Et c'était la plus grosse contrainte parce que ce qui était un peu imaginé au départ, de nouveau, vous me corrigez, c'était d'avoir des animateurs en aide pendant la séance pour tenir des stands et qui en fait auraient pu répondre à des questions et générer cette interaction sans passer par les cartes et un automat régulé par un scénario. Mais voilà, vous vous êtes rajouté comme contrainte. On est passé par plusieurs phases, effectivement. On est passé au début par une murder party, après un jeu de rôle, et on pensait effectivement mettre en situation plus d'étudiants, par exemple une dizaine ou une douzaine d'étudiants entre eux, qui vont, certains sont les forains, d'autres sont un groupe d'amis qui recherchent leur ami disparu, et on voulait qu'il y ait une sorte de discussion, discussion entre eux pour avancer dans l'enquête. Mais comme on allait être tout seul en tant qu'enseignant, on n'aurait pas pu gérer l'ensemble des interactions, et donc de pouvoir valider en fait si les questions sont bien formulées, etc. Donc on s'est réduit et on est passé sur un jeu de plateau avec moins de personnes. Donc nous, on a un vrai intérêt collectif en fait à diffuser ce qu'on fait. Et l'idée, c'était que malheureusement, toutes les universités n'ont pas la chance d'avoir un super CEMU comme à Caen, et que souvent on est tout seul face à sa classe avec un morceau de papier, un bloc-notes, et on doit quand même créer une animation qui permette de transmettre nos apprentissages. Et donc le jeu avec les cartes dont vous êtes inspiré, c'était le suspect, peut-être pour rappeler pour les personnes qui nous regardent. Oui. Il est derrière. Donc voilà, pour le coup, j'ai bien aimé l'adaptabilité en fait dont vous avez fait preuve pour rééquilibrer le jeu après coup. Peut-être que sur la formulation des questions sur les cartes, voilà, il y a peut-être moyen de rentrer encore un peu plus dans l'univers, dans le thème, mais voilà, la construction de contenu, ça peut prendre du temps, et voilà, là, l'idée, c'était pour vous de produire, d'amener un livrable, mais je pense que ça peut être intéressant d'aller de nouveau dans l'univers narratif sur les cartes, parce que l'univers, en fait, est cohérent de bout en bout, et c'est dommage d'arriver sur la carte et de ne pas retrouver des mises en situation, par exemple, au stand ou des choses comme ça. Mais un petit peu short. Mais contraint, ouais, j'imagine carrément. Mais non, mais bien sûr. Mais en fait, je vois le développement aussi futur du jeu, et c'est top. Les jeux trépignent toujours. Merci, et merci pour les commentaires que nous prenons toujours, les compliments qu'on prend toujours au CEMU. En fait, je pensais à un jeu qui s'appelle Time Story, qui est aussi un jeu narratif avec des cartes, et où on joue des voyageurs dans le temps, et en fait, dans la mécanique de jeu, donc il y a cette dimension narrative et aussi cette dimension quelque part un peu de chaînage qu'on peut avoir avec les cartes. Ce qui est intéressant, c'est que le plateau évolue, puisque le plateau, c'est un ensemble de cartes, et on peut avoir des nouveaux éléments qui peuvent arriver. Donc le plateau peut changer à mesure, par exemple, dans une fête foraine. On peut éventuellement, pour certains joueurs, ignorer la présence de certains lieux, donc ça peut se modifier dans ce sens-là. Et surtout, l'une des mécaniques qui pourrait aussi aller avec l'objectif pédagogique, c'est que en général, on fait des runs, donc on est des voyageurs dans le temps, on prend possession du corps de quelqu'un, et on va jouer, et généralement, on
prend du temps à explorer le scénario. Et notre personnage va mourir, se perdre, disparaître, et où on a un échec. Et ensuite, on revient et on refait. Et ce mode itératif, il peut rencontrer un peu la démarche qu'on a en recherche, d'avoir un instrument de mesure, que ce soit un questionnaire, une grille d'entretien, et de l'affiner en allant la tester, éventuellement avoir des éléments qui nous amènent à nous dire bon, bah, tel et tel élément sont à modifier. Et de reparcourir en fait le scénario de plus en plus vite pour aller pour parvenir à le finir. Et bien jouer consiste à le finir le plus vite possible avec un minimum de run dans le jeu Time Story. Mais c'était une idée. Ce qui donnerait enquête à la fête foraine sur la planète X, par exemple. Ouais. Après, on a quand même un gros souci, c'est qu'on a souvent des TD qui sont calibrés sur des TP sur 1h30. Et on a des effectifs, 25-30 quand c'est OK, mais parfois 30-40 en gestion. Et le gros souci qu'on a, c'est comment faire jouer un grand nombre d'étudiants en même temps, tout en créant des apprentissages et tout en vérifiant que chacun joue correctement et que les apprentissages passent de façon correcte. Voilà. Donc c'était aussi un peu cet objectif, créer un jeu qui puisse permettre, parce que quand on a, si je puis me permettre, 10 joueurs, c'est quand même plus facile. Bon, du matériel, c'est encore plus facile, mais dès qu'on a des promotions un peu plus conséquentes, c'est pas simple d'arriver à tout gérer correctement en même temps quand on est tout seul, en fait. Et le grand mérite, oui, c'est un grand mérite. Si, c'est un grand mérite. Non, parce que souvent, en fait, on rend indispensable la présence d'un validateur enseignant quand on crée des jeux. Ce qui est bien, mais et donc quand on peut, tant mieux. Mais effectivement, on est des fois dans l'incapacité, on n'a pas le don d'ubiquité. Et donc d'imaginer que c'est par la mécanique que va pouvoir être résolu l'intrigue, l'avancement du jeu, le décompte des points. C'est quand même mieux, et ça évite aussi des fois l'arbitraire, enfin je parle pour la perception des joueurs, l'arbitraire de l'enseignant qui, enfin le ressenti d'arbitraire qu'on peut avoir avec l'enseignant qui dit oui ou non en fonction de la façon dont a été formulée la réponse. Là, en fait, on joue avec le jeu, et l'enseignant nous propose la chose, mais il est un peu plus distant. Je vais dire un truc, je suis sûr. En simulation médicale, il travaille beaucoup sur les débriefings intégrés. Oui. Donc ça remplace pas forcément le formateur, mais ça pourrait être aussi intégré dans le jeu avec des bonnes ou des mauvaises manières en fait, de procéder, et ce qui permettrait d'avoir l'enseignant en temps retour. Juste dernier point, l'idée aussi, c'est une très bonne idée de Jessie, c'est de se dire on se met en off pour répondre à toutes les questions qu'on n'a pas anticipées, parce que comme on n'a pas encore testé le jeu, on ne sait jamais si on s'affecte un rôle et qu'il y a une équipe en difficulté, comment on fait pour gérer la salle. Alors, le temps passe, donc je propose qu'on passe à la dernière équipe. On vous applaudit encore. Et donc, on accueille notre dernier groupe, le groupe qui a travaillé sur le jeu Castor Bâtisseur, tout un programme. Il s'agit de Sacha Verna, de Yana Aldrine Pessin et de Julien Oriot. Bonjour à vous trois. Bonjour. Dès que vous êtes prêts, on vous écoute. C'est oui, affichage plein écran. Tout en haut, affichage, l'onglet affichage entre voilà. Et mode plein écran. Parfait. Donc ça, c'est une démonstration de coopération. On vient d'effectuer une opération à deux, et l'un sans l'autre, on n'aurait peut-être pas réussi. Donc, nous avons pensé à un jeu, qui est un jeu coopératif, bien sûr, on va le voir, qui s'appelle Castor Bâtisseur. Au départ, j'étais parti sur Castorama, et on m'a dit que c'était déjà pris. Donc on est parti sur Castor Bâtisseur. L'idée, c'est de pouvoir faire tester à des étudiants, et notamment des étudiants qui sont de l'autre côté, dans l'autre bâtiment, des étudiants de sciences éco-gestion, de leur faire participer à une expérience de coopération. Voilà. J'ai en cours des étudiants qui sont des étudiants en gestion, notamment,
à qui on délivre des savoirs souvent très techniques et qui se rendent compte une fois qu'ils ont fait leur premier stage en fait que la plus grosse difficulté c'est pas tellement de maîtriser des tableurs Excel, mais c'est de réussir à travailler avec d'autres personnes, avec Brigitte, avec Jean-Claude. Et donc l'idée, c'était de leur permettre de vivre cette expérience à l'université, si possible en groupe, c'est-à-dire de pouvoir faire, comme ça a été dit précédemment, des groupes de 30 à 40 étudiants, et que chacun ressorte en fait d'une heure et demie de TD avec une expérience de la coopération dont ils peuvent se servir pour aussi réfléchir à des compétences individuelles et collectives qui sont nécessaires pour réussir à coopérer. Donc ça, c'est les principaux objectifs. On a imaginé du coup de faire travailler des... Attends, on va expliquer la blague. C'est Brigitte et Jean-Claude, c'est stupide, mais voilà. C'est la fin de journée, on est fatigué. Pardon. Ça m'a terrassé, je suis désolé. Je suis là. Je suis là. Bon, on va essayer de terminer. non, allez-y. Donc on a imaginé de faire un jeu sur les castors, parce qu'on l'a indiqué ici, en fait, le castor, c'est le seul mammifère avec l'homme à transformer son habitat. Et donc l'idée, c'était de faire construire à nos étudiants castors un habitat. Et on est parti sur cette idée-là, aidé notamment par Damien. L'idée, en fait, d'avoir un maître du jeu qui a un habitat qui est déjà préconstruit auprès de lui. Et l'idée, en fait, c'est qu'il va demander une équipe de castors qui est composée de différents profils de réussir à reproduire cet habitat. Et pour ça, en fait, on a imaginé 3 tours de jeu et de mettre autour de la table 5 profils différents. Donc, hormis le maître du jeu, il y aura autour de la table, pour chaque groupe d'étudiants, un architecte, un castor architecte, bien sûr, un éclaireur, un bûcheron, un bâtisseur, et puis un dernier castor qui sera un sage et qui, lui, sera là pour veiller à ce que déjà les règles du jeu soient respectées et qu'il puisse éventuellement intervenir s'il voit qu'un castor ne respecte pas les règles qui lui sont assignées. Et puis à la fin, on verra, le castor sage est aussi là en fait, pour attribuer un certain nombre de compétences, ou en tout cas pour proposer à la table qu'un certain nombre de compétences soient associées aux castors qui ont participé, au vu de ce qu'ils ont réussi à produire individuellement et collectivement. Donc, 3 tours de jeu, ça veut dire qu'on va demander à chaque castor qui porte un rôle, de faire une action à chaque tour. Donc l'architecte, il aura la possibilité de venir auprès du maître de jeu pour récupérer une carte. Alors il ne verra pas en fait l'habitat en lui-même, mais il récupérera une carte qui va montrer simplement une des 5 faces visibles de cet habitat. Et sur cette face, en fait, il va pouvoir commencer à imaginer en fait, comment est bâti cet habitat. Mais évidemment, comme il ne voit qu'une seule face, il ne voit pas l'ensemble des pièces. Et donc son rôle, ça sera de traduire ce qu'il a vu. Alors on n'a pas encore complètement construit le détail du jeu, mais soit il repart avec la carte, soit on lui laisse consulter la carte, mais il repart en fait auprès de son groupe pour simplement expliquer ce qu'il a vu. Et il va demander à l'éclaireur d'essayer de demander ou d'imaginer le nombre de pièces nécessaires pour construire cet habitat. Alors l'éclaireur, pour ça, il va notamment se baser en fait sur cette petite grille où il va dire bon bah voilà, moi je pense qu'il faudrait voilà, 2 cubes, 3 triangles, etc., etc. Et s'il fait ce choix-là, il va pouvoir composer un code, et avec ce code, il va aller auprès du maître de jeu qui va lui dire bon bah voilà, au vu du code, en fait, tu as 3 bonnes lettres sur les 6, en fait, voilà, un peu comme le mastermind. Voilà. On n'a pas tous les éléments, mais on a certains éléments, quoi. Et ce qui est intéressant ici, en fait, c'est que
l'éclaireur, en fait, c'est lui qui prend la responsabilité pour l'ensemble du groupe, qui dit, bah voilà, moi, on n'est pas tous d'accord, mais je pense en fait qu'on va faire ce choix-là, ce code-là, et c'est moi qui vais aller voir le maître du jeu pour essayer de voir si c'est juste ou faux, quoi. Le bûcheron, derrière, on va lui demander, lui, d'aller chercher un nombre de pièces limité, et il sera en lien, bien sûr, avec le bâtisseur qui, lui, qui sera le seul à pouvoir toucher les pièces pour essayer de construire. Ça sera plus ou moins facile parce qu'on peut avoir en effet des configurations sur lesquelles il peut y avoir des difficultés. Alors, je ne sais pas comment exactement je pourrais faire, mais vous voyez, moi je ne suis pas très doué de mes mains, mais ouais, où il faut faire des choses un petit peu difficiles. Et donc il pourrait y avoir aussi une difficulté aussi pour le bâtisseur en fait, de mettre en œuvre, en fonction de ses compétences propres, le projet qui est en train d'être construit collectivement, quoi. Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir différents rôles que potentiellement les joueurs peuvent jouer différemment en fonction, enfin ils peuvent avoir différents rôles en fonction des différentes sessions de jeu, et que associé en fait à ces rôles, le sage puisse, qu'on puisse attribuer en fait à ces rôles un certain nombre de compétences, qui sont des compétences, on pourrait dire un peu génériques en gestion, qui sont de l'ordre. Alors là, c'est plus des règles en fait qui sont associées en fait à chaque rôle. L'architecte, par exemple, il ne peut pas manipuler les pièces. Il est là uniquement en fait pour regarder les plans et pour guider les castors. Mais c'est pas lui qui construit, quoi, parce que c'est pas son rôle. Il a des castors qui sont dédiés en fait à ce travail-là. Et donc voilà, lui, il doit montrer en tout cas des compétences de communication. Et s'il est capable de faire ça, le sage, le castor sage qui sort à la table, pourra, au moment du débriefing, dire, bah voilà, moi j'ai vu, comme on a tous vu ces jours-ci, en voyant par exemple Florine présenter ce qu'elle nous a présenté, on a tous dit, ah, Florine a des très grandes compétences en communication. Et donc l'idée, c'est que les étudiants puissent voir ça auprès de leurs camarades et qu'ils puissent endosser pour leurs camarades un certain nombre de compétences. Et donc, potentiellement, en fait, ce jeu, on peut le reproduire de manière très, très différente, mais avec les mêmes rôles d'une session à une autre, pour voir en fait comment, d'une session à l'autre, une même équipe peut se recomposer, peut réfléchir à d'autres modes d'organisation, peut essayer de changer les rôles ou de s'attribuer des rôles parce qu'on a constaté justement que certains étaient plus doués pour certains rôles que d'autres. Et que ça puisse servir ensuite à travailler plus en cours magistral autour de cette notion de coopération à partir d'une expérience vécue qui peut être parfois un petit peu difficile, mais qui, en tout cas, peut permettre d'engager l'étudiant pas simplement dans le jeu, mais un peu plus dans le cours également. Je me permets. On a imaginé une fin de partie avec des points de victoire attribués par le maître de jeu en fonction de différents critères. Donc, on n'en a pas... on était un peu, comme tout le monde, short niveau timing, donc on a réfléchi à certains. Mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, si une pièce est mal placée, ce n'est pas bon, c'est un point de victoire en moins. S'il y a beaucoup de pièces qui ont été prises en trop, non utilisées, à ce moment-là, idem, ce sont des points qui ne sont pas bons puisqu'il y a eu soit une mauvaise communication, soit une mauvaise compréhension. Voilà. Et comme c'est mentionné, il faut atteindre X, on ne sait pas encore, X nombre de points, il manque un S à point, pardon, pour avoir un habitat satisfaisant et donc remporter la partie. Présenter la carte et il faut préciser donc que c'est Sacha qui a réalisé ce merveilleux petit castor et qui a le compas dans l'œil. Chaque castor aura sa petite customisation en lien avec son petit rôle. Et merci pour votre attention. Merci, bravo pour les castors bâtisseurs. Alors, je crois que vous avez apporté beaucoup de joie à notre jury. On vous écoute. Arrêtez, je vais rire. Vas-y. Alors, ça, c'est bien parce que peut-être que Benoît qui n'est pas avec nous, mais qui l'aurait
réalité, il aurait pu certainement le dire. En fait, les IA, c'est super pour générer des images qui peuvent donner des éléments sur un univers, mais quand on regarde les images qui sont produites, rapidement, c'est ridicule parce que les types avec leurs raquettes, il y en a qui vont à la pêche, il y en a qui courent avec 2 raquettes, il y en a un qui court avec une jambe, puis il y en a une autre, on se demande où ça va. Et ce qui fait qu'il y a un vrai métier d'illustration et donc ça peut nous permettre de gagner du temps et des fois ça peut nous permettre de sauver un peu les meubles, mais ça remplace pas en fait la qualité de ce qu'on peut obtenir quand on travaille avec des illustrateurs et nous quand on produit des choses en fait on ne fait jamais on passe jamais en fait vraiment par des IA parce que justement on n'a pas la capacité à pouvoir aller exactement faire ce qu'on demande à une illustration, à savoir illustrer. Non mais c'est, enfin je pense que c'est important. Donc on s'excuse encore une fois là, pour Jean-Claude et Brigitte. Il y a des exemples qui je sais, bon, en fait on les a visualisés. Ouais, je pense tout de suite. On a tous un Jean-Claude et une Brigitte dans notre vie. Et la façon dont tu l'as dit, ça, je sais pas, il y a une magie, il y avait un truc, c'était brillant. Bravo. Quelque part, et ça serait aussi à tester. Et c'est certainement des tests qui permettraient de mais je suis complètement d'accord de ne pas faire de la coopération sans régulation. Les jeux coopératifs, et il y a de très nombreux escape games où ça a été démontré, où ça se termine mal. Yana, tu en as fait beaucoup et tu en as conçu. Si on laisse un peu les systèmes s'auto-organiser, on va avoir des effets effectivement de coopération, mais aussi des effets de domination qui vont se mettre en place. Et pour lutter contre ça et faire en sorte que celui qui une fois de plus parle le mieux et le plus fort tyrannise les autres à dire toi tu fais ci, toi tu fais ça, parce que bon, peut-être qu'il a raison en plus. C'est le problème des tyrans, c'est que des fois ils sont éclairés, mais ça n'empêche que c'est plus de la coopération. Et on a parfois des mauvaises expériences et on se dit bah, en fait le travail d'équipe c'est nul. Donc avoir des rôles, c'est vraiment intéressant et je pense que c'est la solution et puis ça peut croiser les objectifs pédagogiques. Après, ce qui est très très dur, c'est de faire en sorte que les rôles aient de façon un peu équitable un intérêt à être joué pour éviter que finalement il y en a 2 qui sur les 5 vont avoir l'essentiel des activités et donc trouver à quel moment... Voilà. Et ce dosage-là, il nécessite un peu une précision horlogère pour pouvoir, test après test, faire en sorte que tout soit équitablement utile. Voilà, c'était une question, réflexion, plus finalement. Je vais faire ultra vite avant de passer la main peut-être à Nicolas. Bien joué pour le rôle du sage qui, à mon avis, permet de s'aligner parfaitement en fait avec l'objectif pédagogique et que j'avais renoté là, mais sur le fait de comprendre en fait les enjeux de la coopération et que certaines personnes vont être peut-être plus à l'aise dans certains rôles et à la fin du jeu d'adopter tout de suite une posture réflexive en se disant bah peut-être que ça peut être intéressant que tu prennes ce rôle-là parce que permet tout de suite de compenser voilà, une mauvaise gestion de la partie et tout de suite réadapter. Donc ça c'est super sympa. Bien joué pour avoir trouvé rapidement une solution pour produire une carte de décodage. Il y avait eu des idées de vue stéréoscopique où on voit qu'une face, puis une autre, et essayer de les aligner pour dire tiens, qu'est-ce que ça donne si je mets une carte cube ou une carte cylindre. Et peut-être que l'idée du code, en fait, tout simplement, c'est aussi robuste et permet d'éviter des impressions sur des choses transparentes avec des matrices. Mais qu'est-ce qu'on met ? Qu'est-ce qu'on voit? Donc ça c'est chouette. Et puis le travail d'équilibrage des rôles de toute façon à tester pour vérifier. Jérôme ou Nicolas pour terminer. T'as fini toi? J'ai jamais fini. Mais quelle question? On a un resto tout à l'heure. Donc... bravo. C'est la première fois qu'il les autres. Non, mais je progresse en tant qu'être humain. Et c'est au bout du 5e projet. Voilà, merci. Alors moi, je vais apporter une nuance au rôle de sage. Parce qu'en tant que mécanique de jeu, j'arrive pas à voir, à comprendre l'intérêt. Et c'est vraiment pas un rôle que j'aimerais jouer, je pense. Parce que je pense que je m'ennuierais de façon très profonde et abyssale.
Et mais j'ai peut-être pas compris exactement ce qu'il faisait. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il joue pas en fait et qu'il regarde. T'as bien joué, oui. J'ai l'impression que c'est ça, mais je me suis peut-être trompé, non? En fait, le rôle de sage a émergé vraiment juste avant la fin du timing. Oui, j'ai senti. Oui. Parce que, pardon, vient de l'idée que voilà, il y avait ce besoin de régulation, d'autorégulation dans le groupe, mais ça ne pouvait pas être tout à fait un arbitre. On avait cette idée-là de nom aussi. Et donc c'est encore flou et clairement à développer, mais il pourrait avoir un rôle de mémoire ou on peut imaginer autour de la sagesse. Imaginez quand on dit le sage, on pensait à l'ancien du barrage, l'ancien du village qui était là. Voilà, donc c'était encore à peaufiner. On a pensé à Père Castor aussi. Ouais, l'idée du rôle du sage, alors en effet, ça a émergé parce qu'on s'est dit à un moment donné, mais peut-être qu'en fonction des rôles qu'on a définis, certains vont pouvoir tricher facilement, etc., parce qu'ils vont communiquer d'une certaine manière. Bon. Mais il y avait aussi cet objectif pédagogique qui consiste à dire, quand on est dans le jeu, on voit pas tout. Et donc avoir un étudiant qui observe ça un petit peu de manière distanciée, et qui est capable derrière de faire un retour aux étudiants en disant moi je t'ai vu comme ça, quoi. Je veux dire, tu communiques bien, ça a été clair ce que tu as raconté. À un moment donné, tu as voulu prendre une décision et puis ton camarade en fait a parlé plus fort et tu n'as pas su reprendre la parole alors que tu avais raison, etc., etc. Voilà, quelqu'un qui puisse jouer ce rôle-là, qui d'un point de vue à mon avis pédagogique est intéressant. Alors après, c'est vrai qu'il faudrait lui construire sans doute... Il faut peut-être le mettre avec le maître du jeu en fait. C'est peut-être le maître du jeu qui fait ça si vous gardez le maître du jeu. Ouais, Il faut avoir un rôle qui vraiment... Le problème du maître du jeu, c'est qu'il est seul, et il y a plusieurs tables, et donc il peut difficilement en fait, observer ce qui se passe sur chaque table. De table en table. Okay. Ouais. Ouais, alors, c'est pas, moi je partage pas, je trouve que je l'ai noté, c'est une idée originale, je trouve, d'avoir un sage. J'ai pas compris ce qu'il faisait en fait. Et moi je vois bien ce qui peut apporter. C'est pareil, comme certains d'entre vous, pour avoir encadré des projets d'équipe où ça se passe mal. C'est la capacité d'auto-évaluation du groupe, la capacité à certains dans le groupe à prendre un pas de recul et être capable de mettre des mots sur ce qui est en train de se passer. Observer, c'est une compétence de la coopération, donc moi je pense que c'est utile. Et ce que j'aimais bien aussi, c'était d'avoir quelqu'un qui éventuellement avait accès aux règles et pas les autres. Là, par rapport au Keep Talking and Nobody Explodes, là, le principe d'avoir peut-être un manuel à l'intérieur duquel seul lui peut aller vérifier certaines informations et peut débloquer des situations. Enfin, oui, mais c'est pas une mécanique de jeu en fait. Il joue pas en fait. Enfin, pour moi, il joue pas en fait le sage. Il est là, il regarde, il participe pas au tour, à la structure des tours, etc. Enfin, je pense qu'il faut lui ajouter en fait aussi il faut sûrement agrémenter le rôle du sage, mais à mon avis, c'est lui quand même le point de bascule sur l'objectif pédagogique. Peut-être que c'est pas un joueur en effet et qu'il y a quelque chose à réguler là-dessus. Là, je te rejoins parce que tel quel, ça peut être long, ouais, si même on observe mal aussi, parce qu'il y a aussi le cas où la personne qui observe n'est pas à sa place. Ça, c'est autre chose. Mais c'est peut-être un peu embêtant de demander. Parle plus fort que toi. C'était dangereux de demander à un étudiant de surveiller ses camarades en plus de... Non, alors moi, non, c'est pas dangereux. Non, mais tout à fait. Ce qui pourrait être intéressant avec le sage, c'est qu'il puisse avoir un pouvoir d'arrêter le jeu et éventuellement de reventiler les rôles. De se dire, et lui d'ailleurs il cesse d'être sage et il prend le rôle d'un autre, donc ce serait pas un sage, un singe, enfin je sais pas, il va me demander, non mais d'avoir un rôle d'observation et de se dire ok, moi là la première phase elle était jouée, moi je pense qu'on serait plus efficace en tant que fratrie de Castor si toi t'es architecte, toi t'es ça et puis moi je suis ça. Ah bah voilà. non mais oui. Parce que c'est ça aussi la difficulté des fois des groupes en mode de coopération, c'est que s'installe sur toute la durée du projet un mode de fonctionnement sans avoir une évaluation et éventuellement un changement de
Ça pourrait être intéressant. Et là, ça serait sympa. Et il faudrait qu'il le justifie. Justement, très brièvement, parce que je crois qu'on a explosé le Après, timing. En fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà pensé que dans la première version du jeu, à laquelle on avait pensé qui était légèrement différente, mais il y avait toujours ces rôles-là. L'idée, c'était qu'entre chaque partie, les rôles soient redistribués en fonction des compétences discernées chez chacun des joueurs. Donc, en effet, on y avait pensé, et il y a de ça dans ce jeu-là. L'idée n'est pas de conserver un rôle qui ne convient pas ou sur lequel on n'est pas aussi efficace qu'on pourrait l'être, mais c'est de pouvoir vraiment s'approprier et se dire moi, je suis compétent dans ça, ça paraît logique que je fasse ce rôle-là. Et s'il y a 4 élèves qui veulent faire le même rôle, comment ça se passe du coup? Bagarre. Le sage qui tranche. Ouais, c'est le sage qui tranche quelque part, on pourrait dire ça. Ouais. Je suis là pour. Et j'avais juste une dernière remarque sur le contexte du jeu, parce que quand j'étais venu à votre table, on avait évoqué un petit scénario qu'il a plu et l'eau arrive et il faut protéger le village. Pourquoi ils construisent Le petit micro. Pardon, on l'a pas reprécisé parce que c'est vrai que alors la mécanique de jeu, le principal là, de la construction qu'on a présenté est arrivé très tardivement encore une fois. Donc on a en priorité présenté ce qu'on vous a présenté maintenant et on a un peu passé à la trappe le lore, mais derrière il y avait cette idée que ce barrage se construit sur un plateau en forme de rivière, qu'il faut construire ce barrage en 3 tours, sinon l'eau de la rivière risque d'arriver dans une zone dans laquelle il y a d'autres habitations de castors, ce qui serait absolument dramatique, évidemment. Et il y avait autre chose, c'est que il y avait aussi une logique que l'eau est différente à chaque fois qu'on joue, par exemple, et qu'on doit adapter. Ça avait été évoqué, mais on devait adapter la construction. L'extension, ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est l'extension qui sort plus tard. Non, mais il y avait un intérêt du coup à pas construire à chaque fois la même chose. Il fallait adapter le barrage à ce qui arrivait sur le. On va attendre l'extension avec hâte. Encore bravo les castors pâtisseurs. Peut-être un petit mot de bilan de ce que vous avez pensé, vous, de cette Game Jam. D'ailleurs, on a des félicitations dans le public pour tous les jeux, donc bravo à tous les participants. Oui, un petit mot de bilan. Si c'est un petit mot, il faut demander à quelqu'un d'autre. Je m'occupe du petit mot. En fait, tous les ans, à chaque session, on revient sur le fait qu'on a systématiquement des bonnes productions et c'est de nouveau le cas. Donc c'est très satisfaisant pour nous de voir cette avancée à ce stade du bootcamp. Donc de nouveau, félicitations à tout le monde. C'est pas un exercice facile. En fait, en mine de rien, à peine une demi-journée, en fait, mis bout à bout, d'arriver à ce niveau de résultat. Puis les présentations sont bien organisées en fait par rapport à ce qu'on a vu cette semaine. On arrive quand même assez bien à lire là où vous avez voulu nous emmener. Donc il y a des choses à revoir, il y a de l'équilibrage à revoir, mais vous n'êtes pas ni game designer, ni conceptrice de jeu en fait. Donc c'est un exercice qui est périlleux, qui nécessite d'être aussi accompagné. Et je trouve qu'il y a déjà des très belles productions à ce stade-là. Et puis en termes d'avancée dans la semaine, il nous reste encore donc une demi-journée demain de bootcamp. Donc voilà, il va falloir encore tenir bon et demain donc on fera un grand bilan sur toute la semaine. On reverra encore quelques petites choses par rapport à vos productions, votre avancée sur toute la partie montée en compétences, comment vous positionnez, mais pour nous c'est très satisfaisant en tout cas. Alors, je ne sais pas si Nicolas ou Jérôme voulaient intervenir. Non, mais c'est bien. Bravo. On avait l'envie juste de faire venir un membre de chaque faction, si vous voulez bien, histoire de nous donner un petit peu votre ressenti, vous, sur la semaine, qui, comme l'a dit Damien, se termine demain après-midi. Est-ce qu'il y a des volontaires un par faction? Un champion, une gardienne, un gardien, je veux dire. Une petite phrase, voilà, histoire d'avoir votre retour. Sinon, on désigne. Hein. Allez, on va désigner ceux qui n'ont pas parlé pendant les présentations, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez nous rejoindre?
Moi, je suis toujours favorable à Il y a laisser la Sacha, liberté. du coup, qui n'a pas parlé. Allez, Sacha des tisseurs de rêves. On remercie Sacha. Je pense que vous pouvez venir tous en même temps, histoire de faire un petit... Oui, quand même. Ouais. Allez. Alors. Il manque un membre à notre faction. Non, non. Allez, mais peut-être un membre de chaque faction, peut-être juste pour que ça aille plus vite. Enfin, Ok. pour. Est-ce que je dois c'est déjà exprimer l'émission le la plus longue de ressenti l'histoire. de ma faction ou ressenti personnel? Ouais, de la semaine, c'est un peu d'avoir une variété de. Ressenti de la Ouais. semaine, je dirais une belle énergie de projet, beaucoup de rencontres et beaucoup de confrontations de points de vue et d'expériences, surtout que il y a des enseignants, il y a des ingénieurs pédagogiques et il y a d'autres corps de métier. Et je trouve ça assez intéressant de voir où se placent les curseurs, où se placent les intérêts. Et voilà, c'est très enrichissant et c'était une super semaine. Merci Sacha. Merci beaucoup Sacha. Ouais, merci. Alors, au stade où on en est, on peut dire que à chaque activité qu'on nous a proposée dans cette formation jusque-là a été 100% isomorphique. On a été mis en situation de jouer constamment. On pense tout le temps stratégie. On essaye de prédire des choses. Voilà, donc sur les phases d'analyse de jeu, de construction de jeu. Voilà. Donc on a envie de gagner. Voilà aussi, il y a quelque chose dans le temps, dans les sessions d'activité qui sont à la fois dans le temps long et dans le temps court. Moi, j'ai hâte de savoir qui va gagner demain à remporter les super jeux. Voilà. Vous allez tous en avoir. Hein, attends, c'est du pur bonheur d'être là, vraiment. C'est intense, hyper fatigant. Enfin, moi, j'ai une jauge du sommeil qui est largement descendue. Je pense que je vais dormir ce week-end. Et lundi est férié. Ça fait partie des objectifs pédagogiques déguisés. En fait, on diminue votre jauge nécessaire de sommeil. L'optimisation de la performance. Voilà. Après, sur les objectifs de formation, on va faire le bilan demain, mais moi, je peux déjà dire que je suis passée je pense, dans certaines couleurs, une belle évolution. On verra demain la jauge, comment elle aura augmenté dans la progression, mais oui, c'est assez efficace, surtout sur le développement de la culture ludique, l'apprentissage de plein de mécaniques de jeu. Là, c'était super intense. Moi, j'ai découvert tellement de choses. Voilà. Donc, je vais passer le micro parce que j'arrêterai pas de complimenter cette formation sinon. Merci Elodie, merci beaucoup. Moi, je suis ravi. Ça correspond à ce que j'attendais, c'est-à-dire que ça fait le lien entre mes trois passions, et presque mes trois métiers. Mais je suis médecin, enseignant, et puis je fais du jeu de société. Et du coup, ça fait vraiment le. Je gagne pas beaucoup de sous à jouer aux jeux de société, mais du coup, ça fait le lien et puis ça me donne envie de gamifier, ludiciser et de mettre du game développement un peu dans chacune des choses que je réalise parce que je vois que ça peut dynamiser et puis bien révéler des compétences psychosociales qui pourraient être très utiles dans beaucoup d'occasions. Voilà. Merci Pierre. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut dire qu'il y a une bonne ambiance globale, même s'il y a une équipe un peu plus compétitive que les autres, mais équipe où ça se passe très bien, mais on s'entend tous très bien, donc c'est aussi bien parce que comme on passe toute la semaine ensemble, ça aurait été dommage qu'on ait des problèmes à s'entendre. Les activités, je pense les mises en activité, on avait tous des facilités ou des difficultés en fonction de l'activité, mais ça a permis que tout le monde puisse évoluer. Et puis voilà, je pense qu'on va en ressortir très content, fatigué, comme on disait, mais c'est bien, et puis ça va nous donner du travail après. On le sait déjà, mais ça va être intéressant. Voilà. Merci Laura, merci à tous. Laura. On vous remercie encore une fois, vraiment, grand merci aux participants d'avoir joué le jeu de la Game Jam, merci à nos experts et à vous dans le public pour vos commentaires et pour nous avoir suivis
longuement. Un grand merci à Arthur, Lucie et Benoît en régie également. Et merci Florine. Et merci à vous. Dernier petit mot, comme d'habitude, donc l'émission sera déposée sur la médiathèque pédagogique de l'Université de Caen pour être disponible en replay. Merci si vous étiez sur Twitch ou sur LinkedIn. Et pour le prochain live, on se retrouve le 30 mai. D'ici là, passez une bonne soirée. À bientôt.